Au fil de l'histoire, certains des moments les plus troublants ont été filmés, pour ensuite disparaître sans laisser de traces. Certains ont été cachés, détruits ou tout simplement jamais rendus publics. Dans cette vidéo, on va explorer quelques-uns des cas les plus sombres et mystérieux de Lost Media. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Curse. Le matin du 24 mars 1998 a commencé comme un autre à bord du Rhapsody of the Seas, un paquebot du Royal Caribbean en route vers Curaçao dans les Caraïbes néerlandaises. Mais pour la famille Bradley, ce matin-là a viré au cauchemar. Améline Bradley, une jeune diplômée de 23 ans, avec toute la vie devant elle, a disparu sans laisser de traces. Amy venait tout juste d'obtenir son diplôme en éducation physique à l'université de Longwood. Elle avait déjà décroché un travail dans une boîte de conseil informatique pour la rentrée. Et pour fêter ça, Amy, ses parents Ron et Eva et son petit frère Brad avaient réservé le Rhapsody of the Seas le 21 mars 1998 pour une croisière en famille. 2 nuits après le départ, le 23 mars, Amy et Brad ont décidé de rester tard pour profiter de la boîte de nuit Mardi Gras du bateau. Un groupe local appelé Blue Orchid jouait ce soir-là. Il y a une vidéo de cette nuit, maintenant bien connue en ligne, qui montre Amy en train de danser avec un des membres du groupe, Alistair Douglas, surnommé Yellow. Ce petit clip est la dernière image connue d'Amy Bradley. Amy et son frère sont finalement retournés à la cabine familiale. Vers 5h30 du matin, leur père, Ron, s'est réveillé et a vu Amy en train de dormir sur la chaise qui était sur le balcon, devant leur cabine. À peine 1 heure plus tard, elle avait disparu. Elle avait laissé aucune note, rien, à part ses cigarettes et son briquet. Sa famille a tout de suite paniqué. Ils ont supplié l'équipage du bateau de retarder le débarquement à Curaçao. Ils leur ont demandé de passer une annonce au micro, mais le personnel a répondu que c'était trop tôt pour donner l'alerte. Ils ne voulaient pas déranger les autres passagers. Ce n'est qu'à 7h50 du matin, presque 2 heures après la disparition d'Amy, qu'une annonce vague et discrète a été faite. On a juste demandé à Amy de se présenter au bureau du commissaire de bord et c'est tout. Pas de photos, pas de description, juste un nom lâché comme ça. Puis le bateau a accosté Curaçao. Plus de 2000 passagers sont descendus, libres de partir, sans fouille ni restriction. Amy aurait pu quitter le bateau à ce moment-là et personne n'aurait rien su. Une recherche approfondie a suivi, à la fois sur le bateau et à terre. La famille Bradley, l'équipage, le garde côtière des Caraïbes néerlandaises et même le FBI ont fouillé Curaçao et le paquebot à la recherche d'Amy, mais rien. Elle a disparu, pas une seule preuve matérielle. La théorie la plus répandue, c'est qu'Améline Bradley a été kidnappée et vendue. Et cette théorie repose sur des indices assez flippants, car la nuit avant sa disparition, toutes les photos d'Amy prises par le photographe du bateau ont mystérieusement disparu de l'espace d'exposition publique. Sur le bateau de croisière, c'est une tradition. Les photographes se baladent pour prendre des photos des passagers qui sont ensuite imprimées et mises en vente. Amy et sa famille avaient fait prendre des photos comme tout le monde, mais quand ils sont allés voir, les photos d'Amy avaient disparu. Le photographe ne se souvient pas de ce qui avait pu leur arriver. Toutes les autres photos des invités étaient toujours là. Seule celle d'Amy manquait. Ensuite, il y avait aussi l'équipage. Amy s'était plainte pendant la croisière de se sentir mal à l'aise à cause de toute l'attention qu'elle recevait du personnel. Un serveur en particulier lui filait la chair de poule. Une fois, il l'avait même invitée. Amy devait quitter le bateau avec lui. Quand ils arriveraient à Aruba, Amy a refusé, mais elle en a parlé avec ses parents. Ça l'a rendue mal à l'aise. Le même serveur a plus tard dit aux parents d'Amy qu'il espérait qu'elle viendrait le rejoindre à Aruba. Quand Amy a disparu, le capitaine du bateau a refusé de montrer sa photo aux autres passagers, disant que ça les dérangeait. Yellow, un membre du groupe et la dernière personne vue en train de danser avec Amy, a dit à Brad qu'il était désolé pour tout ce qui s'était passé. Et c'est à ce moment-là, la famille d'Amy savait qu'elle avait disparu. On avait l'impression qu'il savait quelque chose qu'il ne voulait pas dire. Au fil des années, il y a eu plusieurs signalements d'Amy. Le premier gros remonte à seulement 5 mois plus tard,
un Canadien a dit avoir vu une femme qui ressemblait à Amy dans un café à Curaçao. Elle était avec deux hommes qui faisaient penser à des gardes du corps et la femme essayait sans cesse de croiser le regard de l'homme et à un moment donné, elle l'a regardé droit dans les yeux en lui faisant un geste avec la bouche pour dire « Aidez-moi ». Plus tard, il a vu l'affiche de personnes disparues d'Amy et il a juré que c'était elle. Il a dit en être sûr à 100% à cause des tatouages caractéristiques de la femme. Puis en 1999, un officier de la marine américaine a raconté une histoire inquiétante. Il a dit avoir vu Amy dans un bordel des Caraïbes où une femme lui avait dit qu'elle était retenue contre son gré. À l'époque, il n'avait rien signalé. Il avait peur d'être sanctionné pour être allé dans un bordel. Mais après sa retraite, il a parlé entre-temps. Le bordel avait brûlé dans des circonstances mystérieuses. En 2005, une femme nommée Judy était là, dans les toilettes, à la Barbade. Une autre femme est entrée, l'a effrayée. Elle a dit à Judy qu'elle s'appelait Amy et qu'on la retenait là contre son gré. Avant que Judy ne puisse l'aider, deux hommes ont fait éruption et ont emmené la femme de force. Et puis, il y a eu ces photos. En 2005, la famille Bradley a reçu par email des images d'une travailleuse du sexe nommée Jess. La ressemblance avec Amy était troublante. La femme sur la photo avait les mêmes traits, le même type de corps et les mêmes tatouages. Les analystes du FBI ont examiné les images. Et même si on n'a jamais pu prouver de manière concluante que c'était Amy, mais ils n'ont pas non plus écarté cette possibilité. À ce jour, la seule vidéo confirmée d'Amy est celle-ci du club, datant du 23 mars. Cette vidéo a été ensuite rendue publique par un YouTuber nommé Fenwick, dans l'espoir que ça aide à faire avancer l'enquête. Les photos de l'équipe n'ont jamais été retrouvées et il est probable qu'elles soient entre les mains de gens qui ne veulent pas qu'on les retrouve. Le 24 mars 2010, et exactement 12 ans après sa disparition, Emmeline Bradley a été déclarée légalement morte. Elle avait 23 ans quand elle a disparu. Si elle était encore en vie, elle aurait 50 ans aujourd'hui. Le matin du 7 juin 2016, Colleen Scott, 23 ans, et sa sœur Sable sont partis pour une sortie qui devait être une journée excitante dans l'un des parcs naturels les plus emblématiques des États-Unis, le parc national de Yellowstone. Le ciel était dégagé, l'air d'été doux, et les deux frères et sœurs, proches en âge et en lien, cherchaient l'aventure. Colleen venait tout juste d'être diplômé de l'Université Pacifique en Oregon quelques semaines plus tôt. Il avait conduit depuis Portland pour les rejoindre. Avec Sable, il avait décidé sur un coup de tête d'aller visiter le Norris Geyser Basin, l'un des endroits géothermiques les plus chauds et actifs de Yellowstone. Le Norris Geyser Basin, c'est pas juste un sentier de rando ou un point de visite sympa. C'est un paysage fragile et super dangereux. Un endroit où de l'eau bouillante et acide bouillonne à quelques centimètres sous une croûte tellement fine qu'elle peut s'effondrer sous le poids d'un seul pas. Le parc est rempli de panneaux d'avertissement. Il n'y a aucune raison de se demander pourquoi. Depuis 1890, au moins 22 personnes y ont laissé leur vie dans les sources chaudes de Yellowstone. La température peut monter jusqu'à 199 Fahrenheit, presque bouillante. Et pire encore, l'eau est souvent assez acide pour brûler la peau. Colleen et Sable, eux, n'ont pas tenu compte des avertissements. Ils se sont éloignés de plusieurs centaines de mètres du sentier balisé, ont grimpé une petite colline et ont erré dans une zone strictement interdite aux visiteurs du parc. Leur plan, c'était ce qu'on appelle le hot spotting, une activité interdite qui consiste à se baigner ou à tremper dans les sources thermales. La pratique est illégale pour des raisons évidentes, c'est mortel. Sable a tout filmé avec son téléphone en se baladant dans la zone interdite. Les frères et sœurs sont finalement tombés sur une source chaude qui avait l'air invitante, presque paisible. Sable a continué de filmer pendant que Colleen s'agenouillait à bord de la source pour vérifier la température de l'eau. Et puis d'un coup, il a glissé. Le bord a cédé sous lui et Colleen est tombée la tête première dans la piscine presque bouillante. En quelques secondes, son corps a été immergé dans l'eau qui atteignait environ 93 degrés. Ça fait 189 Fahrenheit. La température brûlante suffisait à tuer presque instantanément. Sable a crié
Elle a essayé d'aider en se brûlant au passage, mais elle ne pouvait rien faire, il n'y avait pas de réseau dans la vallée. Paniquée, Sable a quitté les lieux et a couru jusqu'au bâtiment le plus proche, les agents de Bert. Quand les Rangers sont revenus à la source, c'était déjà trop tard. Ce qu'ils ont trouvé, c'était seulement des restes partiels, des morceaux de la tête de Colleen, le haut de son torse et sa main. Mais même celles-là n'ont pas pu être récupérées. Un orage approchait rapidement et la piscine elle-même était montée à 100 degrés. C'est le point d'ébullition de l'eau. La combinaison de la chaleur intense, de l'eau acide et du mauvais temps imminent rendait toute opération de récupération trop dangereuse pour continuer. Ils sont revenus le lendemain matin, mais c'était déjà fini. Le corps entier de Colleen s'était dissous pendant la nuit. L'eau acide avait tout réduit à néant. Il ne restait plus que quelques affaires personnelles au bord de la source, son portefeuille et sa sandale. La mort de Colleen a été jugée accidentelle, mais ça n'a pas rendu les choses moins effrayantes. La nouvelle a été un choc pour sa famille, qu'il décrivait comme un élève brillant et une personne formidable. Comme ça a été révélé plus tard grâce à une demande d'accès à l'information, le téléphone de Sable avait filmé toute la scène, depuis le moment où les frères et sœurs ont quitté la promenade jusqu'à celui où Colleen a glissé dans la source, en passant par ses tentatives désespérées et blessées pour le sortir de là. Les responsables qui ont regardé la vidéo l'ont trouvée profondément troublante, à tel point que même la transcription de la vidéo a été censurée dans les rapports publics. Et même s'il n'y a aucune copie connue de la vidéo qui circule en ligne, il est confirmé que les images existent, bien gardées et jamais diffusées. Probablement jamais montrées par respect pour la famille, et à cause de l'horreur totale que ça montre. Cet incident a aussi relancé les discussions sur la sécurité des visiteurs à Yellowstone. Les autorités ont encore une fois insisté sur l'importance de rester sur les passerelles. For other visitors, what is important for them to take from this? Okay, I cannot stress this enough to everybody that's coming to visit. Please be sure you're staying on the boardwalks. Please, stay on designated trails, don't shortcut trails. L'histoire du pilote de Formule 1, Jules Bianchi, était une histoire de talent et d'espoir. Il avait marqué tous les premiers points de l'équipe Marussia au Grand Prix de Monaco en terminant 9e. Une performance qui avait attiré l'attention des grands pontes de Ferrari. Selon l'ancien président de Ferrari, les performances impressionnantes de Bianchi en Formule 1, en GP2 et lors des essais Ferrari faisait de lui le candidat numéro 1 pour remplacer Kimi Räikkönen à l'avenir. On le voyait comme une étoile montante promise à un grand avenir. Mais par une journée pluvieuse et orageuse au Japon, tout a changé. Le Grand Prix du Japon 2014 était la 15e course de la saison. Les qualifications avaient placé Jules en 20e position sur la grille. Ce week-end-là, le typhoon Phamphaphan s'approchait de la région. Même si les prévisions disaient que la tempête épargnait le circuit de Suzuka, il y a quand même eu de fortes pluies et une piste super dangereuse. Malgré les demandes des pilotes et des équipes de retarder ou reporter la course, la FIA et les organisateurs ont refusé. Et la course a démarré à l'heure habituelle. Dès le départ, la piste était complètement trempée. Massive, de grandes quantités d'eau stagnante ont rendu la piste super glissante, réduisant sérieusement l'adhérence et la visibilité des pilotes. Après seulement 2 tours, la course a été suspendue pendant 20 minutes à cause de la grosse averse. Quand ça a repris, les conditions se sont un peu améliorées et la course s'est déroulée sans problème jusqu'au 40e tour. Au 40e tour, le pilote de réserve Adrien Sutil a fait un demi-tour complet dans la courbe Dunlop et a percuté la barrière de pneus. Une grue est arrivée pour sortir la voiture de la piste. Des drapeaux jaunes agités 2 fois ont été déployés dans la zone pour prévenir les pilotes de ralentir nettement et être prêts à s'arrêter. Au tour suivant, Jules Bianchi arrivait à la courbe Dunlop à environ 210 km/h, bien trop vite vu les drapeaux jaunes agités 2 fois et l'eau stagnante sur la piste. En entrant dans le virage, Bianchi a soudainement perdu le contrôle de sa voiture. Dans une tentative désespérée et de reprendre la main, il a appuyé en même temps sur l'accélérateur et la pédale de frein.
Normalement, cette manœuvre déclenche un système de sécurité qui coupe la puissance du moteur pour ralentir la voiture. Mais la Marussia, le système de freinage by-wire, n'était pas compatible avec ce mécanisme de sécurité, ce qui a fait que le système n'a pas fonctionné et la voiture n'a pas ralenti comme prévu. La voiture de Jules a dévié de la piste et rentré violemment dans la roue arrière gauche de la grue mobile, qui est encore sur le circuit. L'impact a été catastrophique, la voiture a été gravement endommagée et Jules a perdu connaissance. La télémétrie a enregistré une force d'impact d'environ 250 kg. Lorsque le casque de Bianchi a heurté la partie inclinée sous la grue, les secours ont emmené Bianchi en urgence au centre médical de Yokkaichi. La course a été immédiatement arrêtée avec un drapeau rouge, puis finalement abandonnée après un second drapeau rouge à cause de la gravité de l'accident. Les examens médicaux ont retenu que Bianchi avait subi une lésion axonale diffuse. C'est une blessure cérébrale traumatique dévastatrice qui survient à cause de secousses violentes et d'accélération rapide, déchirant les fibres nerveuses du cerveau. La lésion axonale diffuse est tristement célèbre pour être souvent mortelle. Environ 90% des patients avec ce genre de blessure ne reprennent jamais conscience et les chances de survie étaient minces. Jules a été plongé dans un coma artificiel. Au fil du temps, il a montré des signes de respiration autonome et était assez stable pour être transféré dans un hôpital en France. Mais il restait inconscient et dans un état critique. Le 17 juillet 2015, Jules Bianchi est décédé à seulement 25 ans, près de 9 mois après l'accident. Sa mort a bouleversé le monde du sport automobile et a entraîné d'importantes réformes de sécurité en Formule 1. Un changement majeur a été l'introduction du système de voitures de sécurité virtuelle conçu pour s'assurer que les pilotes ralentissent drastiquement dans les zones dangereuses sans avoir besoin de déployer immédiatement une voiture de sécurité physique. Le système demande aux pilotes de réduire leur vitesse d'au moins 35%. Ça améliore la sécurité quand il y a encore des dangers sur la piste. En plus, l'accident de Bianchi a accéléré le développement et l'adoption du dispositif de protection du cockpit appelé Halo. Cette structure en titane entoure la tête du pilote, dévie les débris offrant une protection cruciale lors des crashs. Depuis, on lui attribue plusieurs vies sauvées, plusieurs incidents. Même si des vidéos amateurs du crash ont circulé en ligne, malgré les multiples tentatives de la direction de la Formule 1 pour les faire retirer, pour violation de droits d'auteur. Les images officielles n'ont jamais été rendues publiques. La caméra embarquée de la Marussia de Bianchi et les caméras de piste situées au virage Dunlop ont toutes été gardées secrètes. L'explication officielle avance un souci de respect. Les images sont jugées trop choquantes et privées pour être diffusées, compte tenu de l'impact sur la famille de Bianchi et la communauté de la F1. Cependant, on dit aussi que la FIA et la FOM voudraient peut-être éviter des problèmes juridiques ou de relations publiques en gardant ces images hors circulation. En 1920, la Fox Film Corporation préparait un gros film. Un film censé électriser le public avec des cascades dangereuses et défiant la mort. Ça s'appelait The Skyway Man, un pseudo-documentaire avec une histoire un peu floue. Mais ce qui attirait vraiment, c'était pas l'intrigue, c'était les cascades de vrais avions et de vrais pilotes qui faisaient des trucs jamais vus avant au cinéma. La star, c'était Hormer Locklear, l'un des pilotes acrobatiques les plus célèbres du monde à l'époque. Connu pour marcher sur les ailes et ses exploits d'aviateur casse-cou, Hormer avait la réputation de toujours repousser les limites. Son partenaire de vol, Milton Elliott, était tout aussi audacieux. Ensemble, ils avaient émerveillé les foules à travers le pays lors de spectacles aériens et d'exhibitions. Et maintenant, ils se produisent devant les caméras. En 1920, Hormer était déjà une star de l'aviation, mais il avait subi aussi une énorme pression. Sa vie perso était en plein chaos. Il venait d'apprendre que son contrat avec Fox ne serait pas renouvelé. Ça allait être son dernier film. Lui, il le savait, et le studio aussi.
La dernière scène de Skywayman devait être la plus spectaculaire, un crash de nuit simulé avec des fusées sur les ailes de l'avion pour faire croire que l'appareil était en feu. Au départ, cette cascade finale devait être tournée de jour avec des filtres rouges pour imiter la nuit. Mais Locklear, sûrement avec l'envie de prouver quelque chose, a tenu à ce que ça se fasse vraiment de nuit, avec une visibilité totale grâce à de puissants projecteurs du studio. Des projecteurs et des fusées éclairantes fixées sur les ailes de son avion. Dans la nuit du 2 août 1920, tout était prêt. Le tournage avait lieu à Drillfield No. 2, un aérodrome juste à la sortie de Los Angeles. Le pipeline que pilotait Hormer avait été modifié pour avoir un look spectaculaire avec des fusées attachées aux ailes. Celles-ci devaient s'allumer et brûler pendant que l'avion plongeait en piqué de façon dramatique. Le virage simulait un crash mortel avant de redresser au dernier moment et de s'envoler dans la nuit. Une grande foule était là, rassemblée pour regarder. Des journalistes et des photographes, des passants et la copine d'Hormer, l'actrice de film muet, Viola Dana. Elle regardait d'en bas, souriant fièrement au début, sans se douter de ce qui allait arriver. Avant le décollage, Hormer et Elliot avaient donné des consignes précises à l'équipage. Les énormes projecteurs qui éclairaient le terrain d'aviation devaient être éteints dès que l'avion commencerait sa descente. L'obscurité devait permettre à Hormer de savoir à quel point il était proche du sol. C'était une mesure de sécurité, mais l'équipage ne l'a jamais fait. Ils ont éteint les lumières, éblouis par l'éclat des lampes et désorientés par les fusées éclairantes. Hormer et Elliot ont mal estimé leur altitude. Vu du sol, c'était spectaculaire. L'avion tournoyait, traçant des flammes plongeant, comme s'ils avaient été touchés au combat. Mais Hormer Locklear ne se rendait pas compte à quelle vitesse le sol arrivait vers lui. Pas de remontée de dernière seconde. L'avion a percuté un bassin de boue près d'un puits de pétrole juste derrière le champ. Hormer Locklear et Elliot sont morts sur le coup. Les spectateurs ont hurlé. Viola Dana serait restée figée d'horreur en voyant l'homme qu'elle aimait mourir sous ses yeux. L'équipe du film, la foule et même les membres du studio étaient sous le choc. Mais ce qui s'est passé ensuite a rendu le Skywayman tristement célèbre. La Fox Film Corporation avait déjà terminé le reste du film. Il ne restait plus qu'à tourner cette dernière scène, l'accident, et voilà que ça s'est produit en vrai devant les caméras. Le studio a pris une décision. Au lieu de jeter la séquence, ils l'ont gardée. La mort réelle de Locklear, l'accident, l'incendie, les conséquences ont été laissées dans le film. Dans la version finale de Skywayman, et pas de manière subtile, c'était clairement annoncé. Les affiches et le matos promo étaient explicites. Chaque centimètre du film montrait le dernier vol spectaculaire et fatal de Locklear, ses exploits à couper le souffle et un grand plan sur sa chute vers la Terre. Fox ne cachait pas ce qu'il faisait, il vendait la mort. À l'époque, le public n'était pas scotché. Non seulement ils assistaient à des cascades aériennes à vous faire perdre le souffle, mais personne réalisait aussi que ce qu'ils voyaient à l'écran était réel. Un homme était réellement mort devant la caméra et la vidéo a été gardée. Le chagrin de Viola a aussi été filmé, sa réaction horrifiée, tournée jusqu'à quelques instants après avoir vu son copain mourir. Somebody picked me up I started to run for the plane and somebody said, grab her and take her home. And I guess I was just kind of crazy. I couldn't believe what had happened. And when you're young, those things are very shocking. I don't even like to talk about it. Le film a été présenté en avant-première à Los Angeles et pendant un court moment, ça avait fait sensation. Le public était curieux, dérangé et fasciné. L'idée que les derniers instants d'un homme aient été filmés et vendus comme un divertissement était à la fois choquante et morbide, mais captivante. Skywayman est devenu l'un des premiers films à inclure la mort d'un acteur dans la version finale et aujourd'hui, aucune image connue du film n'a survécu. Il ne reste que quelques photos de tournage, des clichés granuleux
en noir et blanc du plateau et quelques pubs promo. Il y a aussi des photos qui ont survécu de l'épave et les restes cassés de l'avion sur le lieu du crash. En 1980, une série documentaire en 13 épisodes appelée Hollywood, une célébration du cinéma muet américain, est passée à la télé. L'épisode 5, Hazard of the Game, raconte le dernier stunt de Locklear et comprend des interviews des gens qui le connaissaient ainsi que des photos fixes du crash. Les historiens du cinéma pensent que Skywayman a probablement disparu dans l'incendie des archives de Fox en 1937. Un feu énorme qui a détruit presque 75% des films de l'ère du muet chez Fox Archive. À cause de sa sortie très précoce et de la nature instable du film Nitrate, il est possible que les seules copies ont été conservées chez Fox et détruites dans cet incendie. Malgré les efforts, y compris ceux des créateurs de Trace of Death, une série choc controversée qui a tenté de retrouver les images, aucune version de Skywayman n'a refait surface. Homer Locklear avait 28 ans quand il est mort. Aujourd'hui, peu de gens connaissent son nom, mais en 1920, c'était le gars célèbre qui volait pour le cinéma et qui a payé le prix ultime. Le jeu WWE SmackDown vs Raw 2008 était l'un des jeux les plus attendus de l'année. Cette édition avait une nouveauté, l'ajout de styles de combat selon chaque personnalité. C'était un nouveau concept qui allait apporter un côté hyper réaliste, jamais vu jusqu'ici. En fait, ce jeu s'est vendu à presque 8 millions d'exemplaires et a même décroché un record Guinness. Mais vous allez voir, la WWE avait un problème. Le jeu cachait des preuves de quelque chose, un événement flippant qui a fini par créer un loss media. En fait, pendant le développement, le jeu a connu pas mal de retard, certains à cause du manque de temps, mais d'autres à cause d'un événement. C'est vraiment glaçant et inquiétant ce qui s'est passé en juin 2007, c'est-à-dire à peine quelques mois avant la sortie du jeu. Juste avant la sortie, il y a eu un événement appelé le Draft à la WWE. Ça s'est passé pendant que le jeu était en développement. Les catcheurs étaient sélectionnés et changeaient de division. Et l'un des lutteurs les plus en vue à ce moment-là, c'était Chris Benoit. C'était l'une des figures les plus importantes et célèbres de la boîte. Pour te donner une idée, Chris avait été champion du monde de poids lourd 2 fois. Ses collègues en coulisses le décrivaient comme un pro sérieux et dévoué. Mais il était aussi vu comme un catcheur charismatique et l'un des chouchous des fans. Le jour du draft de la WWE, beaucoup attendaient de voir Chris, mais il ne s'est jamais présenté. Ce qui a quand même surpris les gens de la boîte. Ce n'était pas du tout dans ses habitudes, c'était quelqu'un qui était toujours là. Beaucoup étaient presque perdus à cause de ça, mais malgré tout, l'événement a continué d'une manière improvisée. Tout se passait comme d'habitude, mais en plein milieu de l'événement, l'un des meilleurs amis de Chris, Chavo Guerrero, reçoit 2 messages. C'était Chris qui les avait envoyés. Mais personne ne captait ce qu'il voulait dire. Et quelques heures plus tard, tout devenait clair. Le premier message de Chris disait « Les chiens sont dans la zone fermée de la piscine et la porte arrière est ouverte. » Tandis que le deuxième message contenait juste l'adresse de sa maison. Personne ne comprenait pourquoi Chris aurait envoyé un truc du genre, mais soudain, ils découvriront la raison. Le lendemain de l'événement, la police débarque chez Chris et ce qu'ils trouvent va tout changer. À l'intérieur, la famille était là. Chris avait tué sa femme Nancy puis son fils Daniel avant de se suicider à son domicile à Fayetteville, en Géorgie. Il s'est pendu avec le câble d'une machine de musculation dans son sous-sol, plaçant des bibles près des corps de Nancy et David. Cet événement deviendra l'une des plus sombres de la lutte et une des histoires les plus glauques de la WWE. C'est à partir de là que quelque chose allait se passer. Juste après ça, la WWE a voulu couper tous les liens avec Chris. Donc, du jour au lendemain, ils ont viré son image de la boîte. Toutes les mentions de lui ont été supprimées des archives. Ils ont même enlevé ses combats et ses enregistrements. Mais voilà le problème. Ça a eu un impact sur le jeu. SmackDown vs Raw 2008. Qui devait sortir dans quelques semaines. Le jeu intégrait plusieurs aspects, animation et mouvements de Chris, mais ils ont été supprimés, ou du moins, c'est ce qu'on croyait. En novembre, le jeu est sorti juste à temps pour les fêtes de fin d'année. Mais comme les développeurs étaient pressés de le lancer, ils ont laissé certaines choses en suspens. Par exemple, son mouvement spécial, le Crippler Crossface, ne pouvait être utilisé que si on piratait le jeu. Il semblerait qu'il existe encore des versions antérieures avec Chris,
qui n'ont jamais été rendus publics. Mais il y a autre chose. La couverture du jeu a changé après l'incident. On dit que Chris devait y figurer, mais à cause de cet événement, il a fallu repenser le jeu pour montrer d'autres stars. C'était un événement choquant. En 2022, Mike Huston, un storyboarder chez Disney TV Animation, a partagé un souvenir sur X. Il se rappelait d'un court-métrage bizarre de son enfance où il y avait des chats qui étaient présentateurs de journaux télé. C'était des vrais chats, ils portaient des cravates avec des noms vraiment mignons. Il pense que ça s'est passé sur Cartoon Network, mais il n'a rien réussi à trouver en ligne à ce sujet. Après que ce post ait circulé, les gens sont devenus fous en essayant de découvrir ce que c'était ce court-métrage, surtout vu que ça venait soi-disant de Cartoon Network, ce qui a encore plus attisé la curiosité et le mystère. Mike a donné plus de détails et a parlé d'une période entre la fin des années 2000 et le début des années 2010, quand il l'a vu, se rappelant même avoir fait des fanarts parce qu'il avait tellement aimé. Même s'il n'y a plus aucun de ces fanarts d'origine, on a quand même une image reconstituée de ce à quoi ressemblaient les chats. Mais même avec cette image, ça n'a mené nulle part à l'époque. Les gens avaient fouillé dans toutes sortes d'émissions variées de Cartoon Network, comme Mad, des petites séries diffusées entre les pubs. La meilleure théorie à l'époque, c'était que ça soit passé en mini-série au début des années 2010. Un peu comme Hot Dog TV, qui était une série très courte et vite tombée dans l'oubli. Moi, je me souvenais même pas que cette émission existait, alors que je regardais beaucoup Cartoon Network à l'époque. À cette époque, donc, que Cat News soit tombé dans l'oubli pendant cette période, ça serait pas si incroyable que ça, finalement. La recherche s'est étendue au contenu d'Adult Swim, et vu que ça aurait du sens de penser qu'ils étaient vraiment derrière tout ça, et que Mike se trompait en confondant Cartoon Network avec Adult Swim. Mais en fait, Mike a démenti ça, disant que le court-métrage était fait pour les enfants, ou au moins diffusé sur une chaîne pour enfants. Et c'est là que je pense que les souvenirs flous a commencé à nous embrouiller et à nous faire partir dans la mauvaise direction. En creusant un peu pour préparer cette vidéo, j'ai trouvé des preuves assez solides en voulant me remettre à jour sur le sujet. J'ai juste tapé le truc sur Google, pensant qu'il y aurait un article sur le Lost Media Wiki ou une nouvelle source à côté du thread d'origine sur X. Et là, je tombe sur un post Reddit d'il y a 3 ans qui parle justement de ça. Et apparemment, il y a un commentaire sous ce post que je n'avais jamais vu. Ça dit d'où ça vient. Le commentaire dit « Je me souviens très précisément d'un jingle pour une émission un peu décalée sur MTV, appelée Munchins. Et dans une scène, un personnage dit « Hey, mets Cat News !» Et là, des extraits commencent à passer. C'est fou comme affirmation, parce que non seulement ça mentionne Cat News précisément, qui à ce moment-là n'était qu'un nom inventé. L'émission ne s'appelait même pas vraiment Cat News, on ne sait même pas comment elle s'appelait. Mais ça parlait d'une émission dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai donc cherché ce truc appelé Munchkin sur Google et j'ai trouvé quelques résultats. En fait, juste 2-3 photos. Mais en creusant un peu plus, ça avait pas mal l'air d'être la même émission dont parlait le commentaire. On dirait que ce show passait seulement à l'international, ce qui colle pas du tout avec ce qui avait été raconté au départ. Par contre, en fouillant encore un peu, je suis tombé sur un autre post Reddit qui cherchait aussi une émission appelée Munchins. Pas sur MTV, mais sur la chaîne Fuse. Apparemment, cette émission a duré de 2005 à 2006. C'était un show varié avec plein de sketchs différents et elle était presque complètement oubliée. Il y a un commentaire dans ce post qui donne un lien vers une playlist YouTube avec juste quelques extraits de l'émission. Et en regardant quelques-uns, c'était super varié et bizarre, avec des épisodes très courts. Cat News colle parfaitement à ce style, sauf que c'est pas une émission pour enfants. Pour ma part, je suis sûr que le segment sur le chat vient de cette émission. Et en plus, il y a un autre commentaire dans le même post Reddit qui dit « Qui se souvient de l'épisode avec le chat qui était interviewé ?» Le seul moyen de confirmer ça, c'est de trouver plus d'épisodes de Munchins, mais je n'ai aucune idée du nombre d'épisodes qu'il y avait, ni à quelle fréquence que ça passait, parce que c'est complètement tombé dans l'oubli. Il n'y a même pas d'épisode complet en ligne. On dirait que ça n'a jamais été diffusé en streaming. Le mieux que je puisse dire, c'est de fouiller dans tes cassettes VHS si tu te souviens d'avoir regardé cette émission. Et peut-être qu'on retrouvera à la fois des infos sur le chat et plus de trucs sur Munchins. On pourrait croire qu'on en sait déjà pas mal, mais croyez-le ou non, il y a encore plein de trucs non identifiés autour de Bob l'éponge, que les gens cherchent toujours. Ceci dit, c'est clairement le sujet le plus chaud en ce moment.
surtout grâce aux bouches à oreille. J'ai l'impression qu'on est à deux doigts de tomber sur cette pièce bizarre de Los Media avec juste quelques mots-clés en plus. Et j'ai même une petite mise à jour avec des détails pour vous. Vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous traînez sur le YouTube américain. Ce sujet, souvent appelé le groupe Bob l'éponge, vient d'un post publié en mars 2024 sur le forum de Los Media Wiki par un utilisateur nommé Gintek. Mais la base, ça avait été partagé sur Reddit quelques années plus tôt. En gros, l'histoire raconte qu'à la fin des années 2000, sur Nickelodeon, une version alternative bizarre de l'intro du show a été diffusée. On se souvient que dans cette ouverture, Pansy, le pirate, avait été remplacé par une simple peinture d'une poire, sans aucun dialogue, avant de passer au modèle CGI. La maison de Bob l'éponge avait été transformée par un groupe de musique qui jouait une version unique du thème. Au premier abord, le sujet paraît vraiment bizarre et on se demande direct si c'est pas juste un rêve bizarre, un truc qui aurait vraiment existé. Mais après que ce topic est tourné, d'autres ont partagé leurs souvenirs de ce qui était décrit. Bon, juste après, il y a eu aussi des suggestions sur d'autres trucs que ça aurait pu être, c'était confondu avec, ainsi que la croyance que c'était complètement inventé. À ce stade, rien ne pouvait vraiment être prouvé ou affirmé. Gintek avait fait quelques recherches de son côté et a exclu que ce soit une promo spécifique annonçant une offre spéciale, ou quelque chose d'international ou venant d'un parc à thème. Un consensus s'est formé pour dire que c'était un sketch ou un court passage utilisé pour meubler le temps. En fait, c'est à peu près tout ce qui a été recueilli pour le reste de 2024. Jusqu'à ce que End the Flesh publie un souvenir beaucoup plus détaillé, début 2025, de ce qu'il se souvenait, que cette intro était comme ça. Ça confirme non seulement les souvenirs de ceux qui s'en rappellent, mais ça donne aussi plus de détails pour mieux cibler ce qu'on cherche. Par exemple, un annonceur parlait à la fin du sketch et ça faisait la promo d'un nouvel épisode ou d'un événement. En plus, le groupe comptait 4 membres avec un chanteur masculin et leur style était du pop-punk, un truc dans le genre de My Chemical Romance, même si on pense pas que ça soit vraiment eux. Et End of Flash confirmait aussi la période de la fin des années 2000, même si ça allait plutôt jusqu'en 2015, au plus tard. Après encore un peu de discussion, on a fait un prototype du groupe, puis on a décidé de laisser tomber la piste de Bob l'éponge pour se concentrer sur le groupe et essayer de savoir qui chantait au départ. Comme le groupe était un mystère dans ce sujet, on a émis l'hypothèse que le fruit pouvait avoir un lien avec le groupe, genre c'est leur logo ou une référence à eux, ou à certains de leurs autres morceaux. L'identification des vêtements à carreaux a aussi beaucoup servi pour chercher, vu que les gens portaient soi-disant des jupes à carreaux, soit des kilts. L'utilisatrice Flower Princess a ajouté quelques détails qu'elle se rappelait, notamment qu'un des chanteurs avait les cheveux noirs en pique et que les carreaux étaient en fait sur leur chemise. En plus de confirmer que ça datait bien de 2009. Gintek a dit qu'il avait regardé des heures de compilation de pubs sans rien trouver et que personne d'autre n'a réussi non plus. Je n'ai pas trouvé d'images liées au groupe non plus. J'ai juste fait un rapide coup d'œil récemment et j'ai déniché quelques promos musicales de 2009, ainsi qu'un événement Bob l'éponge organisé par DJ Patchy, ce qui semble confirmer que c'est bien la bonne année. Pour l'instant, je pense qu'il y a assez de preuves pour dire que ce sujet est réel. Par contre, on ne sait toujours pas combien de détails sont mal retenus ou déformés, mais je suis sûr que ça avait un lien avec un événement spécial ou une promo, et que ce n'était pas autre chose, fait sans but précis. En prenant tout ça en compte, on dirait qu'un groupe de pop-punk avec 4 membres en chemise à carreaux de la fin des années 2000, c'est ce dont tout le monde se souvient le plus. Et comme chercher groupe SpongeBob n'a rien donné, franchement, je me vois bien voir ça mentionné dans la partie anecdote sur la page Wikipédia d'un groupe. Et c'est tout. Personne ne sait comment retrouver ce groupe. En fait, ce qui m'est toujours venu en tête en cherchant ce sujet, c'est cette promo super bizarre de 2001 que j'ai dénichée dans une playlist YouTube où 3 gars en chemise hawaïenne chantent sur les nouveaux épisodes de Bob l'éponge. Clairement, c'est pas ce dont tout le monde se souvient, mais mon point, c'est que c'est tellement obscur que j'avais aucune idée que ça existait avant de tomber dessus. En fait, si la miniature avec la tête du chanteur n'avait pas été là, je crois que je ne serais jamais tombé dessus, ni même cliqué au départ. J'ai aussi déniché une pub super obscure de Bob l'éponge de 2003
qui n'est passé qu'à l'international, avec une musique d'un groupe appelé Röyksopp que je ne connaissais même pas avant cette vidéo. Ce que je veux dire avec ces exemples, c'est que ce groupe est peut-être déjà en ligne. On sait juste pas encore comment les trouver. Google va sûrement l'indexifier. Sinon, peut-être que c'est vraiment un groupe ultra méconnu, que personne n'a jamais entendu parler et qui est tombé dans l'oubli parce que leur musique ou leur présence n'est pas très répandue. Mais j'ai l'impression qu'on est proche de résoudre ça. Il nous manque juste quelques bons souvenirs pour les retrouver. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à jeter un œil à mes autres vidéos sur les médias perdus et mes autres vidéos tout court. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo. Je voudrais aussi m'excuser pour l'absence d'un mois. Cette vidéo m'a pris beaucoup de temps. Elle a été laborieuse à faire. Et entre-temps, mon chien qui avait 16 ans, avec qui j'ai passé plus que la moitié de ma vie, nous a quittés le 15 juillet dernier. C'est une partie de ma vie et de moi qui est partie avec lui ce jour-là. En parler, c'est toujours difficile. Il n'y a pas une journée où je pense pas à lui. Il n'y a pas une journée où je me dis pas qu'il va revenir. Et maintenant, ça va être de continuer ma vie sans lui, alors que je viens de passer les 16 dernières années de ma vie avec lui. C'est assez difficile de continuer maintenant la vie sans lui. Sur ce, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, tout finit par se savoir. À bientôt.